Bonjour à tous et bienvenue dans cette 39e vidéo de la série 100 jours avant la prépa. Alors si vous connaissez pas cette série de vidéos, je vous invite à regarder en plus de cette vidéo toutes les vidéos précédentes, parce qu'il y en a quand même déjà un certain nombre maintenant. Et pour tous les autres, nous allons continuer la théorie avec cette fois-ci des considérations sur la relation d'ordre, donc les inégalités, disons dans une certaine mesure, dans les ensembles N et dans l'ensemble R. Alors, un petit peu de vocabulaire pour commencer cette leçon. On va parler des notions de minorant, majorant, maximum, minimum. Donc ce qu'on appelle, on va d'abord travailler avec ce qu'on appelle une partie, donc on prend simplement un sous-ensemble de R. Donc je peux aussi dire E partie de R. Si vous m'entendez dire une partie, c'est un synonyme de sous-ensemble. Ça, je l'ai déjà dit dans les toutes premières vidéos, mais voilà, je préfère rappeler. Qu'est-ce qu'un majorant de E? Un majorant de E, c'est tout simplement un nombre réel qui va être plus grand que tout élément de E. Donc M, grand M est un majorant de E si, pour tout x appartenant à E, tout simplement x inférieur ou égal à grand M. Alors, on se doute bien que des majorants, si on trouve un majorant, c'est possible qu'il y en ait d'autres, voire même une infinité d'autres. C'est-à-dire, si vous prenez un sous-ensemble pour lequel 10 est un majorant, bah, a priori 11 va être un majorant, 12 va être un majorant, 12,5, etc. De la même manière qu'on définit le majorant, on va définir le minorant. Cette fois-ci, un nombre réel est un minorant de E si tous les nombres de E sont plus grands que ce minorant. Donc pour tout x appartenant à E, x supérieur ou égal à M. Alors, une fois qu'on a défini ce qu'est un majorant et ce qu'est un minorant, on peut parler d'une partie majorée ou minorée. Donc en fait, on va dire que la partie E, elle est majorée. En fait, elle est majorée si elle a un majorant. Donc autrement dit, s'il existe un grand M, qui va vérifier tout simplement la définition du majorant, c'est-à-dire pour tout x appartenant à E, x inférieur ou égal à M. Et de la même manière, on va dire que la partie est minorée si il existe un petit m appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à E, cette fois-ci, tous les x sont supérieurs ou égaux à m, petit m. Alors, c'est possible que certaines parties aient un majorant, pas de minorant, qu'elles aient un majorant, un minorant, qu'elles n'aient ni l'un ni l'autre, qu'elles aient les deux. Enfin, voilà, il y a tout à fait. Enfin, en soi, tous les cas sont possibles. Je vous donne assez rapidement quelques exemples. Imaginez, vous prenez l'intervalle 1, 2. Eh bien, l'intervalle 1, 2, qu'est-ce qu'il a comme majorant? Eh bien, comme majorant, il a par exemple 2, de façon assez évidente. Il a 3, il a 4, etc. Enfin, il a une infinité de majorants. Qu'est-ce qu'il a comme minorant? Comme minorant, il va avoir 1, il va avoir 0, il va avoir moins 1, etc. Alors je mets des nombres entiers, ça peut évidemment être des nombres qui sont pas entiers. Si je prends cette fois-ci R+, donc l'ensemble des nombres réels positifs, eh bien, cette fois-ci, lui, n'a pas de majorant. Il n'y a pas de majorant, parce qu'on ne peut pas trouver un nombre qui est plus grand que tous les nombres réels positifs. Par contre, oui, il a toujours des minorants. Comme minorant, il a 0, qui non seulement est un minorant, mais en plus est dans l'ensemble. Il y a aussi d'autres minorants, moins 1, moins 2, etc. Donc, typiquement, l'intervalle 1, 2, c'est une partie qui est majorée et qui est minorée. Le R+, c'est l'intervalle R+, il n'est pas majoré, mais il est minoré. Et on peut très bien, si je prends R par exemple, R tout entier, il est ni majoré ni minoré. Et donc, on va souvent utiliser le mot borné pour parler de quelque chose qui est majoré et minoré. Donc, majoré et minoré. Alors, généralement, au lieu de dire il existe un grand M tel que pour tout x, etc., il existe un petit m tel que pour tout x, au lieu de mettre les deux propositions qui sont là ensemble, généralement, on va traduire ça par une seule proposition qui va porter sur la valeur absolue. En fait, une partie bornée, si elle est majorée et minorée, ça veut dire qu'on peut trouver une constante, on peut trouver un C tel que pour tout x appartenant à R, enfin appartenant à E, pardon, la valeur absolue de x soit inférieure ou égale à C. Ça, autrement dit, ça veut dire que x ne pourra pas aller trop haut dans les valeurs positives, il sera limité par C, il ne pourra pas aller trop bas dans les valeurs négatives, il sera limité par moins C,
Et donc en l'occurrence, une partie bornée, généralement on utilise plutôt cette caractérisation. En soi, borné, on pourrait très bien dire, c'est majorer ça et minorer ça, donc ça nous donnerait les deux propositions logiques reliées par un « et ». Après, on préfère utiliser celle-là qui est quand même un peu plus simple. Donc maintenant qu'on a parlé de majorant, minorant, on va parler de maximum, minimum. Alors ce sont des notions que vous avez vues au lycée, évidemment, mais il faut juste quand même avoir les idées claires sur ça. Un maximum, c'est un majorant, mais c'est pas n'importe quel majorant, c'est un majorant qui vérifie une condition spéciale. Donc grand M, c'est le maximum de E. Si M est un majorant de E, alors on pourrait dire parfois M majeur E, mais il faut une deuxième condition qui est très importante, c'est qu'il faut que M appartienne à E. Et de la même manière, le minimum petit m est le minimum si petit m est un minorant. Si petit m est un minorant de E, première condition, et deuxième condition, il faut que petit m soit dans E. Donc autrement dit, rappelez-vous, maximum, minimum, il faut que ces éléments-là soient dans l'ensemble. Je peux vous donner un exemple. Alors, par exemple, si je reprends les exemples 1, 2. 1, 2, en fait, je vois que 2, c'est un majorant et il est dans l'ensemble. 1, c'est un minorant et il est dans l'ensemble. Donc j'ai le maximum, le minimum. Alors, on peut montrer que le maximum et le minimum sont uniques. Mais là, voilà, pour l'instant, ça vérifie les deux conditions. On va dire c'est un maximum, un minimum. En l'occurrence, c'est le maximum, le minimum est unique. Maintenant, imaginez si je prenais un intervalle comme celui-ci, 0, 1. Eh bien, cet ensemble-là, il a pas de... Alors, il a des minorants, il a des majorants. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme minorant? Il faut simplement trouver des nombres qui sont plus petits que tous les nombres de 0 à 1. Donc, il y a 0, il y a moins 1, il y a moins 2, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme majorant? Comme majorant, il y a 1, 2, 3, 4, etc. Sauf que là, on voit bien que dans cet ensemble-là, on n'a pas de majorant qui va être dans l'ensemble. Donc il n'y a pas de maximum. On n'a pas de minorant qui va être dans l'ensemble, donc il n'y a pas de minimum. Alors voilà, je vous en parle un petit peu rapidement. Évidemment, ce sont des choses qu'on peut vraiment prouver formellement, que cet ensemble-là n'a pas de majorant, n'a pas de minorant, pardon, qui est dans l'ensemble. On s'occupera de raisonnements comme ça un petit peu plus tard. Patientez. Donc maintenant, on va faire juste une petite parenthèse sur l'ensemble N. Parce qu'en fait, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans l'ensemble N. C'est que, disons que c'est quand même la propriété assez caractéristique de l'ensemble N, c'est la notion de successeur. C'est-à-dire quand vous avez un entier, il y a un suivant et il y a un précédent. Alors pas forcément dans N, dans les entiers naturels, il y a un suivant, c'est tout, point. Il y a un suivant, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres ensembles, par exemple R et Q, il y a pas de... Si vous avez un nombre réel, par exemple, vous prenez racine de 2, quel est le nombre réel suivant? En fait, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens de parler du nombre réel suivant. Alors qu'avec N, ça a un sens. Et généralement, alors ça c'est une petite parenthèse, mais c'est quelque chose d'assez commode en fait, c'est quand vous avez dans N, alors par exemple si vous avez X, Y qui sont dans N les deux, si vous avez X qui est strictement inférieur à Y, là il va y avoir une particularité de la relation d'ordre dans N, c'est dans ces cas-là, vous avez le droit de dire que X est inférieur ou égal à Y plus 1. Donc ça marche que parce que vous avez des nombres entiers, attention, ça c'est... Il faut forcément, pour que cette propriété marche, il faut simplement considérer des entiers. Alors ça marche avec des entiers relatifs, mais en gros, retenez juste qu'il y a des propriétés assez intéressantes au niveau de la relation d'ordre dans N, qu'on ne trouve pas dans les autres ensembles, enfin, qu'on ne trouve pas dans Q, dans D, dans R, etc. Alors, il y a une propriété assez intéressante. Alors, on va pas la montrer, parce qu'en fait, la démonstration serait un petit peu technique, parce qu'en fait, là, on toucherait vraiment aux axiomes de N. C'est-à-dire vraiment, quels sont les principes de base qui ont permis de définir N. Et alors, c'est intéressant en soi, vous le verrez peut-être si vous êtes dans une filière plutôt à dominante mathématique comme la MPSI. C'est pas forcément trop intéressant qu'on s'attarde dessus à ce stade-là, donc on va se contenter d'admettre ça, mais de le comprendre de façon assez intuitive. Toute partie non vide de N admet un plus petit élément. Si vous prenez un ensemble d'entiers positifs, il y a forcément un plus petit élément. Ça paraît évident, mais ça se montre. Ça fait partie des axiomes qui construisent N. Mais voilà, dites-vous pour l'instant, on part de quelque chose qui est assez évident. Donc toute partie non vide de N admet un plus petit élément. C'est-à-dire que si vous avez un ensemble d'entiers, vous savez qu'il y a des entiers dedans, des entiers naturels, eh bien vous pouvez dire je prends le plus petit. Et ça peut être assez utile pour les raisonnements. Je vous montrerai un exemple d'application juste après.
Il y a une deuxième propriété, c'est, en fait, vous voyez bien que les parties de n, bah, en fait, on peut pas aller en dessous de 0. Donc, il y a quand même, si vous avez des entiers, a priori, on aura toujours un plus petit. Et si vous rajoutez une condition supplémentaire, c'est une deuxième proposition, si vous avez une partie non vide et majorée, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Non seulement elle admet un plus petit élément, comme toutes les parties non vides de n, mais en plus, elle admet un plus grand élément si elle est majorée. Et ça, c'est vrai avec n. Attention, c'est pas vrai avec R, hein. Donc retenez bien, si on prend un sous-ensemble de R, par exemple, si je prends 0, 1, l'intervalle 0, 1, bah, l'intervalle 0, 1, c'est une partie non vide et majorée, pourtant il n'y a pas de plus grand élément. Mais en tout cas, dans n, ça fonctionne. Si vous prenez n'importe quel ensemble d'entiers, à partir du moment où il est majoré, des entiers naturels, bah, vous aurez un plus grand élément, un plus petit élément. Alors un exemple d'application, donc là on est sur quelque chose d'assez théorique. Voilà, c'est normal si vous n'arrivez pas disons que si vous trouvez pas du premier coup tout le cheminement de la preuve, c'est tout à fait normal, mais il faut un peu essayer de comprendre juste à quel point à quel moment on utilise cet argument pour prouver le principe de récurrence. Donc prouver le principe de récurrence, ça peut paraître un peu étonnant, parce que jusqu'ici vous avez simplement utilisé le raisonnement par récurrence pour prouver des choses, et bien là on va prouver le raisonnement par récurrence à partir de ce principe-là. Alors peut-être qu'il y en a certains un petit peu taquins qui diront oui mais ça on l'a pas prouvé, donc on prouve quelque chose à partir de quelque chose qu'on n'a pas prouvé. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va montrer que ce principe-là implique le principe de récurrence. Et on peut montrer en fait que les deux sont équivalents. Donc qu'est-ce qu'on veut montrer concrètement? En fait on part de quelque chose tel que P de 0 est vrai, et que pour tout n appartenant à n, P de n implique P de n plus 1. En gros, imaginez si on avait une proposition qui vérifiait ça. Et on aimerait bien montrer qu'elle est vraie tout le temps. Mais c'est justement le principe de récurrence. Mais nous, ici, on va essayer de prouver pourquoi on a le droit d'utiliser ce principe. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer qu'il existe un entier pour lequel notre proposition est fausse. Supposons qu'il y ait un k appartenant à n tel que non p de k. Et bien, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter E, l'ensemble des entiers, tel que la proposition soit fausse. Parce qu'après tout, il y en a un, pourquoi est-ce qu'on ne considérera pas l'ensemble des entiers pour lesquels la proposition est fausse? Eh bien cet ensemble, c'est un ensemble d'entiers. Et il est non vide. Pourquoi est-ce qu'il est non vide? Parce qu'on a supposé qu'il y avait un cas dedans. Donc on sait qu'il est non vide. Et donc, comme il est non vide, ça veut dire qu'il a un plus petit élément n0. Il a un plus petit élément n0 qui est un entier naturel. Alors, on ne sait pas ce que c'est ce n0 à ce stade-là. Ça peut être 10 milliards, ça peut être n'importe quoi, ça peut être 3. En fait, on n'en sait rien. On sait juste que cet ensemble a un plus petit élément. Et donc, en particulier, ça veut dire que P de n0 est fausse. Autrement dit, on a non P de n0. Alors, il y a une autre chose qu'on utilise. Donc là, on va utiliser cette fois-ci la première hypothèse. On sait que P0 est vrai. Donc ça veut dire que n0 est différent de 0. Ça, c'est l'hypothèse d'initialisation, généralement. Donc d'après l'hypothèse d'initialisation, bah, comme je viens de dire que P de n0 est fausse, nécessairement j'ai n0 différent de 0. Et donc si n0 est différent de 0, en fait, si un entier est différent de 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut aller au précédent. Donc ça va être intéressant. Donc je sais qu'en l'occurrence, si n0 est différent de 0, comme c'est un entier, je sais qu'il est supérieur ou égal à 1. Et donc ça veut dire que n0-1 existe. Alors, P de n0-1, elle est vraie ou elle est fausse? Regardez, on a dit que n0 c'était le plus petit élément pour lequel c'était faux. Donc il faut nécessairement que P de n0-1 soit vrai. Parce que sinon, en fait, pourquoi? Si c'était faux, ça voudrait dire que n0-1, il appartiendrait à l'ensemble des cas pour lesquels P de k est faux, c'est-à-dire qu'il appartiendra à E, et donc ça voudrait dire que n0 ne serait pas le plus petit élément de E. Ce qui sera absurde, parce on l'a précisément défini comme étant le plus petit élément de E. Donc nécessairement, P de n0-1 est vrai. Et donc si on utilise cette fois-ci l'hypothèse d'hérédité, bah, si P de n0-1 est vrai,
d'après l'hypothèse d'hérédité, alors qu'est-ce qu'on a? Donc ici on utilise l'hypothèse d'hérédité. Bah, si c'est vrai au rang n0-1, bah, c'est vrai au rang suivant, donc P de n0 est vrai. Sauf que P de n0 est fausse, P de n0 est vrai. C'est compliqué de concilier les deux, donc on va écrire c'est absurde. Et si c'est absurde, en fait, qu'est-ce qui est absurde? Eh bien, c'est ça qui est absurde. C'est cette hypothèse-là qui est absurde. Enfin, disons toute l'hypothèse. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on va conclure? Ben, on va conclure que pour tout n appartenant à n, eh bien, P de n est vrai. Et donc, on a prouvé le principe de récurrence. En fait, en partant des hypothèses d'initialisation d'hérédité, si le principe de récurrence était faux, on arriverait à une contradiction, donc ça veut dire que le principe de récurrence est vrai. Et on a utilisé ici cette propriété, toute partie non vide de n admet un plus petit élément. Alors, retenez quand même le cheminement. En fait, quand on définit un plus petit élément, généralement la contradiction va se trouver dans le fait qu'on arrive à en trouver un encore plus petit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent dans les raisonnements. C'est pour une raison x ou y, vous allez définir quelque chose comme étant le plus petit, et en fait, la contradiction que vous allez trouver, c'est que vous êtes capable d'en faire un encore plus petit. Et il y a pas mal de raisonnements qui ressemblent un petit peu à ça. C'est, vous imaginez, vous avez trouvé le plus petit, et hop, vous allez encore en trouver un plus petit un rang après. Donc en fait, là, il y a c'est là que va être la contradiction. Donc ça, c'est pour n. On va retourner maintenant au cas un peu plus général des sous-ensembles de R. Alors, attention à l'existence des extrémas. Je vous en avais parlé un petit peu rapidement juste au début de cette vidéo. Les ensembles, les parties de R n'ont pas forcément de maximum ni minimum. Et je vais vous donner un exemple. C'est l'ensemble 0,1, lui, n'a pas de maximum. Alors, comment est-ce qu'on va essayer de se débrouiller pour montrer qu'il n'a pas de maximum? Eh bien, en fait, on va repartir sur la logique. Donc, c'est pour ça que les premières vidéos sur la logique sont très très importantes. Si vous ne les avez pas vues, repassez quand même bien dessus. On va trouver la négation du fait qu'il y a un maximum. Donc, quelle est la négation du fait qu'il y a un maximum? C'est la négation de il existe un M appartenant à R, tel que pour tout X appartenant à 0,1, pour tout X appartenant à 0,1, X est inférieur ou égal à M. Eh bien, quelle serait la négation de tout ça? Ce serait, donc on nie les quantificateurs dans l'ordre, pour tout M appartenant à R, il existe un X appartenant à 0,1, tel que X est supérieur, strictement supérieur à M. Non, pardon. C'est pas à R, c'est évidemment à E. Donc, tel que X strictement supérieur à M. Voilà. Et en fait, cette proposition, elle est quelque part beaucoup plus simple à comprendre, parce que regardez, on peut même la représenter assez visuellement. Vous imaginez votre droite numérique. On va faire un gros ensemble 0. Là j'ai 0, là j'ai 1. Que me dit cette proposition? Pour tout M appartenant à E, il y a forcément un élément dans l'ensemble qui est strictement plus grand que M. Et bah oui, c'est assez logique. Si je mets mon M n'importe où, en fait, je vois bien que mon M, j'aurais beau me rapprocher autant que je veux du 1, de toute façon, je pourrais pas aller exactement 1. Il y aura toujours, entre guillemets, un trou. Donc si je mets mon M ici, par exemple, en fait, ça c'est l'avantage quand on fait des raisonnements visuels, c'est qu'on n'est pas obligé d'être vraiment exactement à l'échelle, je suis pas obligé d'aller coller mon M au plus près. En fait, si je comprends ce qui se passe là en mettant mon M là, en fait, je pourrais généraliser. Eh bien, est-ce qu'il existe un X qui est strictement plus grand que M dans l'ensemble? Ben oui. Regardez, je peux prendre n'importe lequel des X qui est là. En fait, autant en prendre un dont je sais avec certitude qu'il sera dans l'ensemble, je prends le milieu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est M plus 1 sur 2. Et bien, M plus 1 sur 2, il est bien dans 0,1, parce que M est entre 0 et 1, enfin disons, comment dire, M est entre 0 et 1, donc si vous ajoutez 1, et donc si vous divisez par 2, donc vous avez sans problème, vous montrez que M plus 1 sur 2 est entre 0 et 1, est strictement plus petit que 1,
Et on a bien m plus 1 sur 2, comme 1 est strictement plus grand que m plus 1 est strictement plus grand que 2 fois m, donc divisé par 2, et à la fin ça vous donne m plus 1 sur 2 strictement plus grand que m. Et donc on a bien prouvé cette proposition. Autant la négation, elle semblait un petit peu compliquée, autant la proposition qui était entre parenthèses semblait un petit peu compliquée, autant là cette proposition est assez simple à nier. Et donc on a prouvé que E n'avait pas de maximum. Alors, justement, c'est quand même un peu embêtant, parce que 0, 1, quelque part, on sent bien que le 1, c'est pas n'importe quoi. Enfin, on sent que cette limite-là, elle est quand même un petit peu spéciale. C'est pas juste une limite, on va pas juste dire, bon, il n'y a pas de maximum, mais si vous voulez, 0, 1, de la même manière, on n'a pas envie de dire qu'il n'a pas de maximum, de la même manière que R n'a pas de maximum. Autant R n'a pas de maximum, parce qu'il n'est pas borné, il n'est pas majoré, 0,1, il est quand même majoré par 2, par 1, et en fait, on voit qu'on ne peut pas aller trouver plus petit que 1 comme majorant. Et donc, c'est précisément ce qu'on va définir comme étant la borne supérieure d'un ensemble. En fait, la borne supérieure d'un ensemble, on va appeler ça le plus petit de ses majorants. Donc là, dans l'exemple que vous avez en haut, 0, 1. En soi, tous les majorants, tous les nombres qui sont à droite strictement du 1, ce sont des majorants. Ils sont plus grands que tous les éléments de l'ensemble. Et je vois bien que le meilleur majorant que je puisse trouver, c'est 1. Ici, là. Je peux pas trouver de meilleur majorant que celui-là. Donc, ce qui m'intéresse, le meilleur majorant possible sera le plus petit. Parce que si je dis 50 est un majorant, 1000 est un majorant, ça n'apporte pas beaucoup d'informations. Par contre, si je dis 1 est un majorant et c'est le meilleur, je peux pas trouver plus bas, mais j'ai dit quelque chose. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler la borne supérieure. La borne supérieure, c'est le plus petit des majorants d'un ensemble. Et là, on va voir ce qui est intéressant, c'est que là, on avait un ensemble qui n'avait pas de maximum, mais il a une borne supérieure. Alors de la même manière, on va définir la borne inférieure. Donc la borne inférieure, en fait, de la même manière, c'est en soi, j'ai plein de minorants possibles, tous les nombres qui sont à gauche du 0, mais le meilleur minorant que je vais pouvoir trouver, ça va être 0. Et le meilleur minorant, c'est le plus petit ou le plus grand? En l'occurrence, ça va être le plus grand des minorants. Donc ici, plus grand des minorants. Borne supérieure et borne inférieure. Alors on les note avec une abréviation comme maximum minimum. C'est la borne supérieure, on va la noter sup de E, et la borne inférieure, on va la noter inf de E. Alors il y a un lien quand même entre les bornes et les extrémas, un maximum minimum. Déjà ce lien on le devine, c'est que le maximum, quand il existe, c'est la borne supérieure. Le minimum, quand il existe, c'est la borne inférieure. Donc si A, par exemple, est le min de E, et bien dans ces cas-là, ça veut dire que A est l'inf de E. Et de la même manière, si B est le max de E, et bien dans ces cas-là, B est la borne supérieure de E. Alors attention, ça marche dans un sens, ça marche pas dans l'autre. Pourquoi? Eh bien, si vous avez le minimum, si vous avez un majorant qui est dans l'ensemble, donc vous n'allez pas pouvoir trouver plus petit. Parce que si vous êtes, mettons, si vous avez trouvé que le maximum c'est 10, si vous avez trouvé que le maximum c'est 10, vous n'allez pas pouvoir trouver de plus petit majorant, parce que si vous trouvez un nombre plus petit, il ne sera pas plus grand que 10, donc ce ne sera pas un majorant. En fait, si vous baissez, vous n'aurez plus un majorant. Donc à partir du moment où vous avez un maximum, vous avez forcément la borne supérieure. Vous avez trouvé le meilleur. Et de la même manière, avec la borne, si vous avez le minimum, vous allez trouver la borne inférieure. D'accord? Et réciproquement, vous pouvez très bien avoir des bornes supérieures, des bornes inférieures, sans qu'il y ait de maximum ou de minimum. Donc c'est pour ça que l'implication réciproque n'est pas vraie en général. Regardez tout simplement ce qui est écrit. E01 n'a pas de maximum. Il n'a pas de maximum, c'est vrai, mais par contre il a une borne supérieure. Donc attention à la façon dont vous manipulez ça. On verra juste après, les bornes inférieures, les bornes supérieures, elles existent beaucoup plus souvent que les maximums et les minimums. Donc faites attention, ça marche dans un sens, ça marche pas dans l'autre. On va faire comment dire, un petit exercice un petit peu théorique pour voir comment on montre concrètement qu'un ensemble a une borne supérieure. Donc je vous avais parlé de l'ensemble 0,1, mais cette fois-ci, on l'avait fait un petit peu de façon intuitive, on va le faire de manière assez formelle. Alors, je rappelle, la borne supérieure, c'est le plus petit des majorants de l'ensemble E. Donc si je l'appelle grand S, cette borne supérieure, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le plus petit des majorants. Donc plus petit des majorants, ça veut dire que déjà c'est un majorant, première chose.
Avant de dire que c'est le plus petit des majorants, on dit que c'est le plus petit. Alors, pour tout x appartenant à E, x est inférieur ou égal à S. Donc ça veut simplement dire qu'on a un majorant. Alors, comment est-ce qu'on va matérialiser maintenant que c'est le plus petit? Eh bien, en fait, ce qu'on va dire, c'est que s'il y a un nombre plus petit, en gros, si je trouve quelque chose qui est plus petit, mettons, si je prends un S' qui est strictement plus petit que S, eh bien, dans ces cas-là, il faut dire que c'est pas un majorant. Si j'ai quelque chose de plus petit, c'est pas un majorant. Donc, comment est-ce que je dis que c'est pas un majorant? Ben, je nie ça. Il existe un x0 appartenant à E, tel que x0 est strictement plus grand que S'. D'accord? Donc en gros, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je dis que si je trouve quelque chose de plus petit bah, implique pas majorant, tout simplement. Donc ça, c'est généralement aussi une façon d'écrire qui est assez commune, c'est quand on veut dire quelque chose est le plus petit, qui vérifie une propriété, il faut montrer que ça vérifie la propriété, et il faut montrer que si on prend quelque chose de plus petit, alors ça ne vérifie pas la propriété, tout simplement. Donc avec l'ensemble 0, 1, donc a priori, d'après ce qu'on avait vu avant, la borne supérieure de E s'annonce plutôt être 1. Est-ce que pour tout x appartenant à 0, 1, donc est-ce que pour tout x appartenant à E, on a x qui est strict, qui est inférieur ou égal à 1? Alors, en l'occurrence, oui, parce que pour tout x appartenant à E, par définition de l'intervalle, on sait que x est supérieur ou égal à 0 et strictement plus petit que 1. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est inférieur ou égal à 1. Donc, 1 est bien un majorant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais prendre un nombre plus petit et regarder si c'est un majorant. Bon, je vais me restreindre aux nombres qui vont être entre 0 et 1, parce que ça sert à rien d'aller chercher beaucoup plus loin. Pourquoi? Alors, j'imagine un S', un autre S' qui est entre 0 et 1, strictement. Et ce que je vais faire, c'est... Alors, pourquoi c'est pas la peine de prendre d'autres S'? Parce que bon, déjà, si S' est plus grand que 1, bah, ça sert à rien, parce que nous, on veut savoir si le sup c'est 1, donc si c'est plus grand que 1, ça sert à rien. Et si S' est négatif, bah, dans ces cas-là, si S' est négatif, il suffit de prendre x égale 0, x0 égale à 0 pour vérifier cette propriété qu'elle a. Si je prends S' négatif, bah simplement 0 est strictement plus grand que S'. Enfin, j'ai x0 strictement plus grand que S', donc j'ai montré que c'était pas majorant, c'est bon. Maintenant, le cas un peu plus technique, c'est le cas où S' est entre 0 et 1 strictement. Mais encore une fois, on va se laisser guider par notre dessin. Donc ça, c'est ça qui est bien en analyse, c'est qu'on peut toujours faire un dessin pour visualiser les choses. 0, 1. Moi, ce que je dis, c'est je pense que mon candidat pour la borne supérieure, c'est ça. Est-ce que je peux en trouver un meilleur? Bah, c'est toujours la même chose, c'est si j'en trouve un meilleur, si je prends un S' qui est là, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il suffit que je trouve un x0 là, je prends un x0 entre les deux, et dans ces cas-là, j'ai montré qu'il existe un x0 tel que x0 était plus grand que S'. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais poser soit x0 égale à... Bah, toujours en fait, c'est toujours un peu la même chose, c'est je vais poser S' plus 1 sur 2, c'est un petit peu le même raisonnement qu'avant. Et dans ces cas-là, si je prends x0 égale S' plus 1 sur 2, alors j'ai S' qui est entre 0 et 1, donc ça veut dire que 2 est strictement plus grand que S' plus 1, et S' plus 1, c'est strictement plus grand que 2S'. Donc si je divise le tout par 2, ça fait x0 qui est entre 1 et S'. Et donc, bah, finalement, j'ai bien trouvé qu'il existait un x0 appartenant à E, tel que x0 est strictement plus grand que S'. Donc j'ai vérifié cette proposition. Quel que soit le S' plus petit que S, je trouve toujours un élément qui est plus grand. Donc alors le S', quand il est entre 0 et 1, c'est le raisonnement qu'on vient de faire, et quand il est négatif, c'est ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est évident. Et voilà, on sent bien que disons la limite c'est 1, mais là on l'a prouvé formellement, on l'a prouvé en réécrivant les choses correctement avec les quantificateurs.
Donc ça, c'est un exemple de comment montrer qu'un ensemble a une borne supérieure. Alors évidemment, c'est plus simple de sentir un petit peu quelle est la borne supérieure intuitivement en faisant un dessin, mais après sur des ensembles plus compliqués, il y a peut-être un peu de travail déjà rien que pour ça. Propriété extrêmement importante sur les bornes supérieures. Alors tout à l'heure, je vous disais, faites attention, maximum, minimum, il y a quand même plus souvent des maximums que des bornes supérieures, etc. En fait, il y a une propriété qui nous dit que toute partie majorée de R possède une borne supérieure. Absolument toutes les parties, à partir du moment où elles sont majorées. Donc si vous arrivez à trouver une partie de R qui est majorée par une certaine quantité, elle va avoir une borne supérieure. Ça peut être une partie infinie, ça peut être une partie finie, ça peut être quelque chose de discret, c'est-à-dire des ensembles entiers, ça peut être des ensembles de rationnels, peu importe, à partir du moment où ils sont majorés, ils possèdent une borne supérieure. Et évidemment, on se doute bien qu'on a un résultat un peu symétrique sur les bornes inférieures, mais cette fois-ci, il faut que les parties soient minorées. Donc toute partie minorée possède une borne inférieure. Alors, ce qui est important, c'est que c'est un résultat d'existence. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez dit qu'il y avait une borne supérieure, ça va pas vous aider à la trouver correctement, concrètement. Je peux vous donner une analogie, c'est comme quand vous dites toute suite croissante et majorée convergent. C'est très bien, toute suite croissante et majorée convergent, mais ça ne vous donne pas la limite. Et c'est pas grave. En fait, vous savez qu'elle existe, donc déjà vous pouvez l'appeler et vous pouvez travailler avec. Et là, c'est un petit peu le même principe. C'est un résultat d'existence. Donc c'est juste que si je trouve une partie majorée, alors c'est toute partie majorée et non vide, évidemment. Enfin, disons, il faut aussi préciser ça. À partir du moment où vous trouvez une partie non vide et majorée, et bien dans ces cas-là, vous pouvez montrer qu'elle possède une borne supérieure. Donc résultat d'existence, ça veut dire, généralement, ça sert dans les exercices assez théoriques pour, disons, on va poser un ensemble qui va être intéressant, et en fait, on va travailler avec sa borne supérieure pour en déduire des choses. Alors un exemple qu'on donne, c'est la propriété dite d'Archimède. Donc la propriété d'Archimède, c'est que si vous prenez n'importe quel x strictement positif, n'importe quel y, il existe un n tel que nx est strictement plus grand que y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit le x positif, même s'il est tout petit, en fait, en le multipliant un nombre entier de fois, vous arriverez à dépasser n'importe quelle valeur. Bon, c'est assez compréhensible, hein, c'est-à-dire même si vous prenez x égale 1 milliard de milliards de milliardième, si vous le multipliez par un nombre très grand, vous arriverez à dépasser n'importe quelle valeur aussi grande que vous voulez. Donc c'est en soi un résultat qui peut être assez utile dans certains contextes, ça reste assez théorique, c'est assez intuitif, mais par contre ça va se montrer avec la bande supérieure. Eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un raisonnement par l'absurde, ce qui généralement revient assez souvent dans ce genre d'exercice. On va supposer la négation de notre proposition-là, donc c'est-à-dire il existe un x strictement plus grand que 0, tel que et il existe un y appartenant à R, tel que pour tout n appartenant à n, nx est inférieur ou égal à y. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si je prends, alors encore une fois, c'est le genre de démonstration, la première fois que vous le voyez, il faut quand même simplement essayer de comprendre les étapes, et c'est normal qu'à ce stade, vous n'ayez pas l'idée qui va permettre de faire la démonstration. Ça reste des démonstrations classiques à astuces, donc voilà, essayez simplement de bien comprendre à quel moment j'utilise les nouveautés dans le raisonnement. Je vais définir l'ensemble qui sort un peu sorti du chapeau, l'ensemble des nx quand n appartient à n. Bon, cet ensemble est clairement non vide, hein, c'est-à-dire dedans il y a 0, il y a x, il y a 2x, il y a 3x, il y a 4x, il y a 5x, etc. Mais qu'est-ce que j'observe? C'est que cet ensemble il est majoré par y. Ah oui, il est majoré par y, parce que pour tout n appartenant à n, nx est plus petit que y. Donc disons, là on suppose que ceux-là ils sont fixés dans l'exercice. Hein. Disons, comme ils existent, on va supposer qu'on les fixe, et nous ensuite on va travailler avec cette dernière proposition. Eh bien cette partie est majorée par y, elle est non vide, donc elle a une borne supérieure. Donc comme elle a une borne supérieure, je peux appeler par exemple A sa borne supérieure. Alors, pour l'instant je ne sais rien, mais je sais juste qu'elle existe. Donc en fait là j'utilise le résultat d'existence. Alors pour tout n appartenant à n, eh bien par définition de la borne supérieure qui est un majorant,
j'ai nx qui est inférieur ou égal à a. Et en fait, bah, moi je sais que tous les n, enfin disons que quel que soit l'entier naturel n, nx est plus petit que y. Donc en l'occurrence, si ça marche avec n'importe quel entier, ça marche aussi avec n'importe quel... Ça marche avec n plus 1 par exemple. Donc ça veut dire qu'en particulier, pour tout n appartenant à n plus 1x est plus petit que y. Alors pourquoi est-ce que je me permets de passer du n au n plus 1? C'est parce qu'en fait là, c'est la seule chose qui bouge ici dans cette expression, c'est le n. Et je sais que c'est vrai pour tout entier naturel. Donc en l'occurrence, si c'est vrai pour tout entier naturel n, bah, ce sera aussi vrai pour tout entier n plus 1. Si c'est vrai pour 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, etc., ce sera vrai pour 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, etc. Donc là, on a une implication. Et donc, en fait, si je retravaille un peu cette dernière inégalité, qu'est-ce que ça va me donner? Je fais passer le x de l'autre côté, ça va me donner nx inférieur ou égal à y moins x. Ah non, pardon, c'est pas y, c'est a ici. A et a. Voilà. nx plus petit que a moins x. Mais donc, qu'est-ce qui se passe ici concrètement? Eh bien, regardez, j'ai nx qui est plus petit que a moins x. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé là? Tous les nx sont plus petits que a moins x. Donc, je viens de trouver un majorant de a. Et là, essayez de réfléchir. J'ai trouvé un majorant de a, sauf que il est plus petit que a. Sauf que a, par définition, c'est ma bande supérieure. Donc j'ai un majorant qui est plus petit que la bande supérieure. C'est une contradiction. Ça, c'est absurde. Je peux pas avoir un majorant qui est plus petit que la bande supérieure. Ça va contre la définition de la bande supérieure. Et donc en fait, ici, ce qui est important, c'est que j'ai juste utilisé le fait que ça existait. J'ai juste utilisé l'existence de la bande supérieure pour trouver une contradiction. Là, j'en sais rien, c'est un raisonnement, enfin pour l'instant c'est complètement abstrait, il n'y a aucune quantité que je peux calculer concrètement. J'ai juste utilisé un raisonnement d'existence. Et j'ai trouvé qu'il y avait une contradiction. Donc voilà, bah, la propriété est prouvée, parce que si je suppose le contraire, je tombe sur une contradiction. Alors quelques exercices pour mettre ça un petit peu en pratique. Alors, ça reste des notions assez théoriques, mais on va quand même essayer, premièrement, avec un exercice peut-être un peu plus concret, avec des vrais ensembles qu'on peut un petit peu manipuler. Je vais vous demander de déterminer s'il existe le minimum, le maximum, la borne inférieure et la borne supérieure de trois ensembles. Donc vous avez ces trois ensembles, l'ensemble des x appartenant à R+, tel que x est entre 0 au sens large et x carré entre 0 au sens large et 2 au sens strict. Ensuite, l'ensemble des 1 sur p plus 1 sur q quand p et q sont dans n étoiles, puis quand p et q sont dans z étoiles. Deuxième exercice un peu plus théorique, vous prenez une partie de R qui est non vide et majorée, et vous devez montrer que si la borne supérieure de E est strictement positive, alors E inter R plus étoile est différent de l'ensemble vide. Donc ça, autrement dit, ça veut dire qu'il existe un X appartenant à E tel que X est strictement positif. C'est une autre manière d'écrire les choses. Donc ce sont des notions un peu plus théoriques, voilà, même la vidéo est un peu plus longue, mais voilà, prenez bien le temps de les assimiler, parce que c'est justement sur ce genre de notions assez théoriques que vous prendrez vraiment bien de l'avance si vous prenez le temps de bien comprendre un peu intuitivement ce qui se passe, et surtout, voilà, prenez bien la peine de chercher les exercices, vous ne regretterez pas tout le travail investi. Donc je vous souhaite bon courage pour ces exercices, et je vous donne rendez-vous demain pour la correction. Allez, à bientôt!